À 3 heures du matin, le 2 février pile 1502, un cri glaçant résonna dans les halles de pierre du château des Este à Ferrare. Ce n'était pas un cri de peur ni de douleur, c'était quelque chose de bien plus troublant. Les gardes baissèrent les yeux, les courtisans se déplacèrent nerveusement, et les ambassadeurs échangèrent des regards complices. Tout le monde comprenait que ce qu'ils entendaient n'était pas une simple passion, mais le rituel le plus scandaleux du pouvoir en Europe de la Renaissance. Cette nuit-là, la consommation du mariage de Lucrèce Borgia ne serait pas une affaire privée. Ce fut une performance, un acte répété 3 fois avant l'aube. Chaque moment fut enregistré, chaque soupir porta le poids des dynasties. Cela n'avait rien à voir avec l'amour. Il s'agissait de survie, de politique et de domination. Ce qui se déroula dans cette chambre transforma une femme de 22 ans en l'arme diplomatique la plus dangereuse que la Renaissance ait jamais vue. Préparez-vous. Cette nuit de noces scandaleuse changea l'Italie pour toujours. L'année 1102 marqua une époque où l'Italie n'était pas une terre unie, mais un échiquier fragile de pouvoirs rivaux. Les royaumes montaient et tombaient non seulement par la guerre, mais par les mariages, par les alliances écrites en soie et scellées dans des chambres éclairées à la bougie. Et dans la nuit du 2 février, dans la ville de Ferrare, une telle alliance allait altérer l'équilibre de l'Europe de la Renaissance pour toujours. À l'intérieur du château des Este, la cour dormait sous une lune rouge sang, mais derrière des portes gardées, toute Ferrare retint son souffle, car dans les chambres ducales, le mariage de Lucrèce Borgia, fille du pape Alexandre VI, allait être consommé. Ce n'était pas une union ordinaire, il s'agissait d'un rituel calculé, d'une performance où la chair devenait le champ de bataille et où chaque soupir portait le poids des dynasties. À seulement 22 ans, Lucrèce était déjà infamous. 2 fois mariée, 2 fois marquée par le scandale. Son premier mari fut humilié en étant déclaré impuissant. Son second étranglé à mort dans les murs du Vatican. Sa beauté fut louée dans la poésie, son nom murmuré avec crainte. Elle entra à Ferrare non comme une mariée innocente, mais comme une survivante aiguisée par la trahison. Et maintenant, elle se tenait au seuil de son 3e mariage, où la survie signifiait transformer son corps en l'arme la plus affûtée de la diplomatie. Son nouveau mari, Alphonse d'Este, héritier de Ferrare, était un homme différent, un soldat, un ingénieur, un prince de la Renaissance, dont la force fut forgée non dans les commérages, mais dans la fumée des canons et l'acier. Contrairement aux courtisans qui vivaient de murmures, Alphonse incarnait le pouvoir brut. Pourtant, cette nuit, sa virilité et son honneur allaient être mis à l'épreuve ultime, car en Italie de la Renaissance, la consommation d'un mariage n'était pas une affaire privée, c'était de la politique faite chair. Des témoins, parfois cachés dans l'ombre, parfois enregistrant derrière des rideaux, étaient chargés de s'assurer que la passion avait été accomplie. La légitimité de dynasties entières dépendait non seulement de mots, mais de preuves, d'écrits qui résonnaient dans les couloirs de pierre. La nuit choisie n'était pas une coïncidence. Le 2 février était la fête de la purification de la Vierge, un jour saint où la sainteté et la sexualité se heurtaient. En organisant leur consommation cette nuit-là, les familles Este et Borgia liaient le charnel au divin, s'assurant que cet acte n'était pas seulement physique, mais sacré, une politique sanctifiée déguisée en intimité. Mais ce qui distingua cette nuit, ce qui en fit une légende murmurée à travers l'Europe, ne fut pas un seul acte de consommation. Ce fut 3 fois avant l'aube que la jeune mariée et le marié accomplirent leur rituel sous le silence attentif Dieu caché. 3 actes qui résonnèrent bien au-delà des murs de la chambre, façonnant des traités, des alliances et même des guerres. Telle fut la nuit de noces scandaleuse de la Renaissance de Lucrèce Borgia, enregistrée, mémorisée et instrumentalisée pour des générations. Pour certains, ce fut l'humiliation ultime. Le corps d'une femme réduit en spectacle, son intimité transformée en politique. Pour d'autres, ce fut le moment où Lucrèce prit son destin en main, prouvant qu'elle pouvait transformer la vulnérabilité en pouvoir. Alors que la première bougie fut allumée et que les rideaux de velours tombèrent sur le lit comme des draperies de théâtre,
La scène fut prête. Le mariage de la fille du pape et de l'Est allait devenir la performance la plus infâme d'Italie. Une union où la survie, le désir et le pouvoir se fondirent en un rituel, répété 3 fois en une nuit, laissant derrière des murmures qui scandalisent encore l'histoire. En Italie de la Renaissance, les mariages n'étaient jamais de simples unions d'amour. Ils étaient des traités politiques, des accords signés non avec de l'encre, mais avec des corps. Derrière chaque fête de mariage, derrière chaque cérémonie scintillante, il y avait un contrat écrit dans la chair. Pour les familles puissantes d'Italie, une mariée était plus qu'une épouse. Elle était un pion d'échange, un vaisseau pour des héritiers, un symbole d'alliance. Et pour les Borgia, personne n'incarna cela plus dangereusement que Lucrèce Borgia. Son père, le pape Alexandre VI, avait maîtrisé l'art de transformer ses enfants en armes. Son fils, César Borgia, tailla des territoires par le sang et la conquête. Mais sa fille, Lucrèce, maniait une lame différente, la beauté, le charme et la séduction stratégique. 2 fois auparavant, ses mariages avaient été des pions dans le jeu de son père, et 2 fois auparavant, ils s'étaient terminés en scandale. Son premier mari, Giovanni Sforza, fuit Rome, marqué comme impuissant après que des murmures se répandirent que le mariage n'avait jamais été consommé. L'humiliation fut publique, son honneur détruit, et l'annulation scella la réputation de Lucrèce comme une mariée dangereuse. Son second mari, Alphonse d'Aragon, connut un sort pire encore, étranglé à mort à l'intérieur du Vatican lui-même, victime d'intrigues papales. Les rumeurs tournoyèrent selon lesquelles César lui-même ordonna le meurtre. Au moment où Lucrèce se prépara pour son 3e mariage, elle n'était plus une jeune fille innocente. Elle était une survivante des jeux les plus sombres du Vatican. La famille Este de Ferrare le savait. Ils ne l'épousèrent pas par amour. Ils l'épousèrent parce que les Borgia incarnaient le pouvoir. En unissant leur maison à la dynastie papale, les Este s'assurèrent non seulement une protection politique, mais une immense richesse. La dot de Lucrèce était de 100 000 ducats d'or, une fortune si vaste qu'elle pouvait financer des armées. Pourtant, l'argent seul ne suffisait pas. Dans la politique brutale de la Renaissance, la richesse ne signifiait rien sans légitimité. Et la légitimité ne se prouvait qu'en un seul endroit, le lit conjugal. C'est ce qui rendit la nuit de noces de Lucrèce si périlleuse. Ce n'était pas une affaire privée, c'était une épreuve, un test et une performance. La consommation était politique. Sans elle, le mariage pouvait être annulé. Les alliances rompues, les traités dissous, les ennemis des Borgia attendaient avidement le moindre murmure de faiblesse. Une seule rumeur selon laquelle Alphonse avait échoué ou que Lucrèce n'avait pas conçu pouvait effondrer toute l'alliance. Et ainsi, pour assurer la survie, le rituel devint extrême. Non pas une fois, non pas 2, mais 3 fois avant l'aube, l'acte dut être accompli et enregistré. Des témoins furent placés en secret, des chanceliers assignés pour prendre des notes. Derrière les rideaux de velours, l'intimité devint preuve, le désir devint témoignage. Chaque soupir, chaque cri, chaque mot murmuré fut une preuve politique. Lucrèce comprenait cela mieux que quiconque. Ayant souffert l'humiliation auparavant, elle savait que l'échec au lit signifiait l'échec en politique, et que l'échec en politique pouvait signifier la mort. Sa stratégie était claire. Elle transformerait ce que le monde attendait comme sa faiblesse en sa plus grande arme. En survivant à la nuit, en se prouvant 3 fois, elle deviendrait intouchable. Pour Alphonse aussi, les enjeux étaient immenses. Connu comme un soldat et constructeur de canons, il était fort, mais la force sur le champ de bataille n'avait aucun sens s'il fléchissait dans la chambre. Le sort de sa dynastie reposait sur sa capacité à endurer et à performer sous pression. La famille Este ne pouvait se permettre des murmures d'impuissance. Son corps aussi devint une arme de politique. Ainsi, quand les portes se fermèrent et que les bougies vacillèrent, la scène ne fut pas prête pour la romance. Elle fut prête pour la survie. Ce n'était pas un conte de fées, c'était un contrat, un rituel, une performance scandaleuse
où le pouvoir se mesurait non en couronne ou armée, mais en chair et en sang. Alors que minuit s'approfondissait, le château des Estes se transforma en un théâtre silencieux. Les couloirs à l'extérieur des chambres ducales étaient calmes. Pourtant, tout le monde savait ce qui allait se dérouler. Les gardes se tenaient comme des statues, les courtisans murmuraient derrière leurs mains, et les ambassadeurs étrangers écoutaient chaque écho. Car cette nuit, le lit conjugal n'était plus privé. C'était une scène, un tribunal et un champ de bataille. Le rituel commença avec cérémonie. Les rideaux de velours cramoisi furent tirés. Les bougies vacillèrent contre des tapisseries de guerre et de conquête, et le lit fut préparé comme un autel. Pour la famille Este et pour les Borgia, la consommation n'était pas simplement un acte intime, c'était le sceau sacré d'une alliance. La première consommation arriva rapidement. Elle fut passionnée, mais pas incontrôlée. Alphonse et Lucrèce comprenaient que des yeux et des oreilles, bien que cachés, étaient sur eux. Les murmures qui descendirent dans le hall ne furent pas rejetés comme des commérages. Ils étaient des preuves. Entendre la fille du pape crier était confirmer que l'acte avait commencé. Pour le chancelier des Estes stationné en secret, c'était la première ligne de témoignage, preuve que le mariage avait été accompli. Mais à la Renaissance, une foi ne suffisait pas. Le danger d'annulation hantait chaque famille noble. Les ennemis murmureraient qu'une seule consommation pouvait avoir été mise en scène, ou que la faiblesse avait surgi ensuite. Pour prévenir le doute, pour faire taire les critiques, l'acte fut répété. La seconde consommation eut lieu dans le calme de la nuit. Elle fut plus lente, plus délibérée, moins passionnée, plus performée. Chaque mouvement devint partie du rituel. Chaque son un signal destiné à l'enregistrement politique. Pour les outsiders attendant dans les couloirs, c'était une invasion étrange, mais pour la cour de Ferrare, c'était un devoir. La chambre était devenue une extension de la salle des traités. Pourtant, même cela ne suffisait pas. La famille Est exigeait une assurance complète, et ainsi vint la troisième et finale consommation, celle qui serait rappelée pendant des siècles. À l'aube, mariés et mariés avaient donc éprouvé leur valeur, non une fois, mais 3 fois. L'endurance d'Alphonse n'était plus en question. La réputation de Lucrèce, comme survivante de scandale, s'était transformée en quelque chose de plus dangereux. Elle était maintenant une femme qui pouvait instrumentaliser son corps comme preuve de pouvoir. Le symbolisme du 3 portait du poids. Ce n'était pas seulement une répétition, c'était un rituel. Dans la tradition catholique, 3 était le nombre de la sainteté, de la perfection liante. Consommer 3 fois était créer une trinité de preuves, charnelle, politique et divine. Ce qui se passa dans cette chambre n'était pas une simple intimité, c'était la création d'une dynastie. Au moment où l'aube se leva sur Ferrare, les murmures scandaleux avaient déjà commencé à se répandre. Les diplomates qui avaient été traînés dans les couloirs du château rapportèrent à leur maître. Les notes scribales furent verrouillées dans des archives pour être utilisées comme armes si la politique l'exigeait. Le mariage de Lucrèce Borgia et d'Alphonse d'Este n'était plus seulement un commérage, c'était une preuve documentée, irréfutable, qu'une alliance avait été scellée dans la chair. Telle fut la nuit qui transforma le lit en champ de bataille, la mariée en arme et l'acte d'amour en rituel de survie. 3 consommations, une nuit et un scandale qui résonnerait à travers l'Europe de la Renaissance. Quand l'aube se leva le 3 février 1502, Ferrare n'était plus la même. Le rituel de la nuit s'était terminé. Les bougies brûlaient bas, mais les échos de cette consommation scandaleuse répétée 3 fois persistaient encore dans les couloirs du château. Ce qui avait commencé comme une performance intime entre mariés et mariés était devenu un tremblement de terre politique secouant l'équilibre de l'Italie de la Renaissance. Pour Lucrèce Borgia, la transformation fut immédiate. Autrefois marquée comme un pion, rejetée comme fille de corruption, elle émergea de cette chambre comme une force. La consommation, documentée, témoignée et répétée 3 fois, fit taire ses critiques.
Plus personne ne pouvait murmurer d'impuissance, d'annulation ou de faiblesse. Elle était maintenant indispensable. Sa survie était directement liée à la survie de la dynastie Est. La tuer ou la déshonorer signifierait déstabiliser Ferrare elle-même. Pour la première fois de sa vie, Lucrèce était intouchable. Alphonse d'Este aussi avait passé son épreuve. Son endurance avait non seulement sécurisé son mariage, mais l'avenir de sa dynastie. Là où d'autres héritiers nobles avaient été fléchis, moqués ou brisés en réputation, Alphonse triompha. Sa virilité n'était plus une rumeur. C'était un fait scellé dans les archives même gardées par la cour des Estes. Il s'était prouvé à la fois comme guerrier au combat et comme homme de résilience au lit. Dès ce moment, sa prétention au pouvoir à Ferrare fut incontestable. Mais le triomphe pour l'un signifiait souvent le danger pour un autre. Dans ce cas, la rivale silencieuse observant des ombres était Isabelle d'Este, belle-sœur d'Alphonse et l'une des femmes les plus influentes de la Renaissance. Isabelle avait longtemps régné sur la vie de cour de Ferrare avec élégance et domination. Sa présence et son esprit étaient inégalés. Pourtant, l'arrivée de Lucrèce menaçait cette suprématie. Le chancelier qu'Isabelle avait placé comme espion dans la chambre nuptiale lui livra les détails qu'elle désirait, mais le rapport ne fut pas celui qu'elle espérait. Au lieu d'un échec, elle dut affronter le succès de Lucrèce. Plutôt que de s'effondrer sous la pression, la mariée Borgia avait transformé la nuit en triomphe. Pour Isabelle, ce fut une humiliation. Le jeu du pouvoir à la cour de Ferrare avait changé, et une nouvelle rivale avait émergé. Les murmures se transformèrent très bientôt en une guerre silencieuse. Lucrèce et Isabelle se battirent non avec des armées, mais avec l'influence. Chaque geste à la cour devint chargé de sens. Un regard, un mot, un sourire pouvaient déplacer des alliances. Les deux femmes tissèrent des réseaux de loyauté et de rivalité, transformant le palais de Ferrare en un champ de bataille de psychologie et de subtilité. Pour Isabelle, ce fut une lutte amère pour maintenir sa domination. Pour Lucrèce, ce fut la survie raffinée en stratégie. Au-delà de Ferrare, le mariage altéra l'équilibre fragile de l'Italie. L'alliance Este-Borgia créa un nouvel axe de pouvoir que ni la France, ni l'Espagne, ni les duchés rivaux ne pouvaient ignorer. Les traités furent redessinés, les alliances reconsidérées et les ennemis réduits au silence. Les Borgia s'étaient incrustés dans le destin de Ferrare et les Este avaient sécurisé la mariée la plus puissante d'Europe. Pourtant, le scandale de cette nuit ne s'effaça jamais. Même alors que la politique se stabilisait, les murmures continuèrent. 3 fois en une nuit, témoignés, enregistrés, sanctifiés. Ce qui aurait dû être privé devint légendaire. L'acte de consommation avait été transformé en spectacle public, et le scandale assura que le nom de Lucrèce Borgia résonnerait à travers l'histoire. Mais ce n'était que le début. Ce qui attendait dans les années à venir, tragédie, trahison et affaires, prouverait que Lucrèce n'était pas seulement une survivante. Elle était une stratège, une femme capable de transformer les armes, même utilisées contre elle, en instruments de pouvoir. La nuit de noces n'était pas une fin, c'était la fondation d'un empire bâti sur le scandale. La nuit du 2 février 1502 fut plus qu'un scandale, ce fut le début d'une transformation. Pendant des siècles, les chroniqueurs obsédèrent sur les détails, les bougies, les rideaux cramoisis, les confirmations murmurées que l'acte avait été consommé 3 fois en une nuit. Mais l'héritage vrai de ce rituel ne fut pas le commérage qu'il créa, ce fut le pouvoir qu'il donna à Lucrèce Borgia. Dès ce moment, elle ne fut plus un pion des intrigues papales. Elle fut une survivante qui avait appris à transformer le scandale en force. À Ferrare, sa position devint inébranlable. Chaque grossesse, chaque enfant qu'elle porta fut une preuve vivante que le mariage avait été légitimisé au-delà de tout doute. La survie de la dynastie dépendait de sa survie. Et en Italie de la Renaissance, cela la rendait intouchable. Pourtant, le pouvoir n'est jamais sans rivaux. Le plus grand d'entre eux fut Isabelle d'Este, l'étoile élégante et impitoyable de la vie de cour.
Pour Isabelle, le triomphe de Lucrèce fut une insulte qui ne pouvait être ignorée. Leur rivalité alluma une guerre subtile mais vicieuse pour l'influence qui hanta Ferrare pendant des décennies. Lucrèce, cependant, avait maîtrisé une nouvelle forme de survie, la diplomatie sexuelle. Son mouvement le plus audacieux vint quand elle entra dans une affaire secrète avec Francesco Gonzaga, le mari même d'Isabelle. Ce fut une décision qui mêlait passion et stratégie. Pour les outsiders, c'était une trahison. Pour Lucrèce, c'était une protection, une façon de sécuriser une autre ligne de pouvoir contre ses ennemis. Des lettres découvertes des siècles plus tard révèlent à la fois tendresse et calcul, prouvant que Lucrèce savait équilibrer le désir avec la survie. Sa capacité à tisser des réseaux de loyauté à travers l'intimité fut révolutionnaire. Là où la plupart des femmes de son époque étaient durant brisées par les circonstances, Lucrèce prospéra. Elle transforma chaque faiblesse en arme, chaque scandale en bouclier. Elle montra que dans un monde dominé par les hommes, une femme pouvait plier les règles du pouvoir en maîtrisant le seul champ de bataille qui lui restait, le lit conjugal et la cour d'influence. L'impact de sa nuit de noces scandaleuse atteignit bien au-delà de Ferrare. D'autres maisons nobles commencèrent à imiter le protocole. Des consommations multiples, témoignées et enregistrées, devinrent la norme pour prévenir les annulations et faire taire les rivaux. La chambre n'était plus privée, elle était politique. Ce que Lucrèce et Alphonse accomplirent dans leur chambre devint un modèle pour la survie dynastique. Dans ces dernières années, Lucrèce évolua de mariée scandaleuse en duchesse respectée. Elle régna sur Ferrare avec dignité, équilibrant maternité, gouvernance et ses stratégies cachées. Pour beaucoup, elle resta une figure de suspicion, à jamais liée au nom Borgia. Pourtant, pour d'autres, elle fut un symbole de résilience, une femme qui refusa d'être détruite par le système même conçu pour l'utiliser. Son histoire n'est pas un conte de fées, c'est un avertissement, une révélation de comment le sexe, le pouvoir et la politique s'entremêlaient à la Renaissance. Elle nous montre que le scandale n'était pas une faiblesse, c'était la survie, et la survie pouvait devenir domination. Ainsi, quand nous nous rappelons la nuit où Lucrèce Borgia consomma son mariage 3 fois en une nuit, nous ne rappelons pas seulement un scandale. Nous assistons au moment où un pion devint une reine, une survivante devint une stratège, et une mariée devint une légende. Si ce aperçu des chambres interdites de l'histoire vous a troublé, imaginez les secrets encore cachés dans les archives d'Europe. Donnez un like à cette vidéo si vous voulez que nous continuions à déterrer les protocoles scandaleux qui remodelèrent des empires. Dans les commentaires, dites-nous quelle reine, duchesse ou courtisane vous voulez que nous exposions ensuite. Le nom le plus mentionné sera la star de notre prochaine investigation. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car ces vérités ne sont révélées qu'à ceux qui osent rejoindre notre confrérie des secrets cachés.